Donc, on sait que l'angioplastie a beaucoup amélioré le pronostic des coronariens, et cela en raison de, premièrement, la maîtrise de la technique, et deuxièmement, et surtout, je pense, à l'amélioration de l'environnement pharmacologique qui encadre l'angioplastie, et surtout le traitement anti-agrégant plaquettaire. Ce bénéfice du traitement anti-agrégant plaquettaire est contrebalancé par l'augmentation des événements hémorragiques. À quoi sert le traitement anti-agrégant plaquettaire chez les porteurs d'endoprothèses coronaires? Vous voyez ici sur cette plaque, sur une imagerie endocoronaire, un stent, voici ici les mailles qui sont bien réendothélialisées avec un risque de thrombose de stent qui est faible. Par contre, chez ce patient où le résultat angiographique était satisfaisant, on voit des mailles qui sont à nu et sans traitement anti-agrégant plaquettaire, il y a beaucoup de risques ou beaucoup de malchance d'avoir une thrombose de stent à l'arrêt du traitement anti-agrégant. On va essayer de voir comment gérer le traitement anti-agrégant plaquettaire dans 3 situations. Dans le patient qui a bénéficié d'endoprothèse dans longueur stable, puis après un syndrome coronaire aigu, et dernièrement chez le patient qui nécessite un traitement anticoagulant oral. D'abord, dans longueur stable, les recommandations sont relativement claires. Après une angioplastie au ballon, il faut une double antiagrégation plaquettaire, une DAPT associant aspirine plus clopidogrel de 15 jours après angioplastie au ballon. Un minimum de 1 mois après mise en place d'un stent nu et 6 mois après mise en place d'un stent actif. Ici, les recommandations européennes de 2014. Vous voyez ici que pour les stents actifs, c'est 6 mois, mais on peut diminuer la durée de la bioantiagrégation en cas de risque hémorragique. Aussi, on peut augmenter la durée en cas de risque thrombotique élevé avec un risque hémorragique faible. Les recommandations américaines sont pratiquement superposables aux recommandations européennes, avec cependant un niveau de preuve qui a augmenté de 2014 à 2016 pour la prolongation de la durée de la double antiagrégation plaquettaire, mais avec un niveau de recommandation qui reste quand même plutôt en défaveur. Donc 6 mois, mais éventuellement un éventail relativement large, entre 3 à 6 mois, voire même 30 mois. Alors, quelle est la durée optimale de traitement antiagrégant plaquettaire chez les patients qui bénéficient d'une angioplastie avec un stent actif? Il faut essayer de répondre à 2 questions. La première, quelle est la durée optimale? Et la deuxième, pour quel patient doit-on modérer ou augmenter la durée de la double antiagrégation? Pour la durée optimale, il y a eu plein d'études dans ce sens qui ont essayé de répondre à cette question. Vous voyez ici cette méta-analyse avec une comparaison d'un délai d'une durée de 3 à 6 mois versus 12 mois. Pour la mortalité, en fait, il n'y a pas de différence significative. Par contre, pour les hémorragies majeures, c'est plutôt en faveur d'une durée brève, de 3 à 6 mois. Pour l'infarctus du myocarde, il n'y a pas eu de différence significative. Pour la thrombose de stent, pareil, pas de différence significative.
Et pour le critère combiné hémorragie majeure et événement cardiovasculaire, il n'y avait pas de différence significative. Donc 3 mois versus 12 mois, il vaut mieux choisir 3 mois à 6 mois. Cependant, quand on compare des délais un peu plus prolongés, c'est-à-dire 6 mois à 12 mois versus 18 à 48 mois, là, il y a des choses qui sortent. Pour la mortalité, il n'y a pas de différence significative. Par contre, il y a plus d'hémorragie majeure toujours quand on prolonge la double antiagrégation. Une différence significative, donc moins d'infarctus myocarde quand on fait une double antiagrégation plus prolongée, moins de thrombose de stent, et le critère combiné hémorragie et événement cardiovasculaire, il y a une tendance à prolonger la durée d'antiagrégation plaquettaire. Donc on voit que la réponse n'est pas si claire que ça. Pour plus, faut essayer de voir un peu, est-ce qu'il y a des patients qui bénéficient plus de la prolongation de la double antiagrégation plaquettaire. Donc pour quel patient peut-on avoir un bénéfice avec une double antiagrégation plaquettaire prolongée? Voici cette étude qui a comparé, une méta-analyse de plusieurs études qui ont comparé l'existence dans les antécédents, on est toujours dans le coronaire instable, mais est-ce les patients qui ont des antécédents de syndrome coronaire aigu et les patients qui n'ont pas eu de syndrome coronaire aigu dans leurs antécédents. Et on voit que les patients qui ont eu un syndrome coronaire aigu ont un bénéfice, qui ont été stentés, ont un bénéfice d'une double antiagrégation plaquettaire prolongée. Alors que quand le patient n'a pas eu dans ses antécédents un syndrome coronaire aigu, l'antiagrégation courte a une tendance à être plus bénéfique chez ces patients-là. Cette étude a essayé de voir si la complexité de l'angioplastie a un impact sur les événements thrombotiques en fonction de la durée de la double antiagrégation plaquettaire. Vous voyez en bleu les patients qui ont des lésions complexes, ici. En assuré les patients qui ont eu une durée courte et en plein les patients qui ont eu une durée longue. Et on voit que chez les patients qui ont eu une angioplastie complexe, on a intérêt à prolonger la durée de la double antiagrégation plaquettaire. Alors que chez les patients en rouge, qui ont eu une angioplastie simple, il n'y a pas de différence en termes d'événements thrombotiques si on fait une antiagrégation courte ou une antiagrégation longue. Donc, les lésions complexes qui ont été définies dans cette étude par une angioplastie d'une occlusion chronique, une bifurcation, une longue lésion ou un diamètre du stent inférieur à 3 mm sont des patients où plutôt on a intérêt à prolonger la double antiagrégation plaquettaire. Maintenant, une autre question, est-ce que le type de stent actif intervient dans les événements? Donc vous avez en haut les stents de première génération, stents actifs de première génération, c'est-à-dire Cypher et Taxus. Malheureusement, chez nous, il y a des centres qui implantent encore
ce genre de stent, surtout le Taxus. Et ici, les patients, enfin les études qui ont utilisé les stents de deuxième génération. Sur le critère mortalité, il n'y avait pas de différence significative. Par contre, sur la thrombose de stent, vous avez ici une double antiagrégation plaquettaire courte est un facteur d'augmentation de risque de thrombose de stent en cas d'utilisation d'un stent de première génération. Alors que dans les stents de deuxième génération, il n'y avait pas de différence significative entre une DAPT courte ou longue. Maintenant, quand on compare les stents actifs de deuxième génération, ici ils ont comparé les stents à l'éverolimus et les stents aux otoralimus, on voit que avec le stent everolimus, on a intérêt plutôt à faire une double antiagrégation longue. Par contre, pour le stent aux otoralimus, il n'y avait pas de différence significative. Donc, le type de stent peut influencer notre décision de la durée de l'antiagrégation plaquettaire. Voici cette étude, l'étude Pegasus, qui a essayé de voir si les patients qui ont une double antiagrégation plaquettaire, qui a essayé de comparer une double antiagrégation plaquettaire avec ticagrelor, il y avait dans le schéma deux doses, soit 90 mg 2 fois par jour ou 60 mg 2 fois par jour plus l'aspirine, versus l'aspirine seule, chez des patients qui ont des antécédents d'infarctus qui date de 1 à 3 ans, avec un autre facteur de risque traditionnel d'athérothrombose. Donc, c'est des patients à très haut risque cardiovasculaire. Et on a essayé de voir les événements ischémiques et hémorragiques dans les différents groupes. Voici le résultat sur les événements cardiovasculaires. Ici, vous avez les patients qui ont eu ticagrelor plus aspirine, avec une différence significative en termes d'événements cardiovasculaires. Par contre, il n'y avait pas de différence entre 60 mg ou 90 mg. Si on veut affiner encore plus, dans l'étude Pegasus, on a essayé de voir le diabète. Quel est l'impact du diabète chez ces patients? Donc, les diabétiques bénéficient aussi de cette double antiagrégation plaquettaire prolongée par rapport aux patients qui prennent de l'aspirine seule. Il y avait une diminution même chez les diabétiques du décès cardiovasculaire, alors que c'était non significatif chez les patients qui n'étaient pas diabétiques. Le décès coronaire, c'était aussi significatif chez les patients diabétiques, alors qu'il était non significatif chez les patients non diabétiques. Donc le diabète est un facteur aussi à prendre en compte dans la décision de prolonger ou pas l'antiagrégation plaquettaire. Donc, pour résumer, pour quel patient prolonger la DAPT? Bien sûr, il faut qu'il y ait un faible risque hémorragique et un haut risque thrombotique, à savoir des antécédents d'infarctus, du diabète, une angioplastie complexe. C'est des facteurs qui nous poussent plutôt à prolonger la durée de la double antiagrégation plaquettaire. Maintenant, on passe aux patients après syndrome coronaire aigu. Vous voyez ici, on a vu tout à l'heure cette plaque qui comparait les patients avec qui ont eu un syndrome coronaire aigu aux patients qui n'ont pas eu de syndrome coronaire aigu.
et il y a un bénéfice à prolonger la double antiagrégation plaquettaire chez les patients qui ont eu un syndrome coronaire aigu. Voici les recommandations européennes qui viennent de sortir en 2006 et qui sont publiées dans le JAC, qui résument un peu la conduite à tenir après un syndrome coronaire aigu. Vous avez un délai de 12 mois qui concerne la plupart des patients de aspirine plus soit ticagrelor, soit ticagrelor ou prasugrel ou clopidogrel. Si le patient est à haut risque hémorragique, on peut écourter cette bi-antiagrégation. On s'arrête à 6 mois, puis le patient continue à prendre de l'aspirine. Sinon, s'il n'y a pas eu d'incident durant ces 12 mois que le patient a haut risque thrombotique, on peut prolonger la durée de l'antiagrégation plaquettaire. Et puis ça rejoint un peu le patient stable à partir de 12 mois. Donc on peut proposer 30 mois, 48 mois en fonction du risque thrombotique de notre patient. On voit que la tendance, en fait, elle va dans les deux sens. Il y a des études qui essayent de prouver que la double antiagrégation au long terme, au long cours, fait mieux. Et on a d'autres qui essayent de démontrer que écourter l'antiagrégation plaquettaire fait mieux. Ça, c'est une étude qui est en cours, qui va sortir en 2018, qui va comparer 6 mois versus plus de 12 mois dans le contexte du syndrome coronaire aigu. On verra ce que ça donnera en 2018. Maintenant, on passe aux patients qui nécessitent un traitement anticoagulant oral pour une autre indication, par exemple une fibrillation auriculaire. Vous voyez ici les recommandations européennes de 2016 sur la fibrillation auriculaire. Donc chez le patient qui reçoit des anticoagulants oraux et qui a eu une angioplastie programmée, dans tous les cas, il faut évaluer le risque thrombotique et le risque hémorragique. Si le risque thrombotique est plus important que le risque hémorragique, en tout cas, quoi qu'il en soit, le patient doit bénéficier d'une triple thérapie, donc anticoagulant oral plus aspirine et clopidogrel. Après ce mois, si le risque hémorragique est plus important que le risque thrombotique, on va mettre en place une double thérapie avec soit du clopidogrel ou de l'aspirine associée à un anticoagulant oral. Et on s'arrêtera à 6 mois. À partir du 6e mois, le traitement sera maintenu avec des anticoagulants oraux à vie. Pour les patients qui ont un risque thrombotique plus important que le risque hémorragique, on va prolonger à double thérapie jusqu'à 12 mois, soit l'aspirine ou le clopidogrel avec les anticoagulants oraux. À partir du 12e mois, on ne garde que les anticoagulants oraux. Alors, est-ce qu'il y a d'autres alternatives possibles à la triple thérapie? On a vu tout à l'heure que la triple thérapie, c'est au premier mois pour tous les patients. Voici l'étude WOST qui a été publiée il y a 3 ans, qui a essayé de comparer une bithérapie à une trithérapie, c'est-à-dire clopidogrel avec anticoagulants oraux ou bien clopidogrel plus aspirine et anticoagulants oraux. Et on a maintenu les antiagrégants plaquettaires pendant 12 mois, en plus des anticoagulants oraux. Vous voyez ici le critère principal qui était les hémorragies de tout type. Il y avait moins d'hémorragie quand on utilisait la bithérapie avec clopidogrel et AVK par rapport à la triple thérapie.
il y avait moins de décès quand on utilisait la bithérapie. Les autres critères n'étaient pas significatifs. Cependant, l'étude ROST a été très controversée parce que, d'une part, on a utilisé une triple thérapie pendant longtemps, pendant 12 mois, ce qui n'est pas courant et ce qui n'est pas recommandé. Il n'y avait pas le nombre nécessaire de patients, il n'y avait que 500 patients, et donc ça n'a pas été inclus dans les recommandations. Maintenant, on passe au patient qui est sous anticoagulants oraux, qui a bénéficié, qui a fait un syndrome coronaire aigu. Toujours la même chose, il faut évaluer le risque hémorragique et le risque thrombotique du patient. Et en fonction de cette balance bénéfice-risque, vous avez, pour les patients qui ont un risque hémorragique faible, la triple thérapie avec clopidogrel, aspirine et anticoagulants oraux pendant 6 mois. Puis on passe à une double thérapie, soit clopidogrel, soit aspirine plus anticoagulants oraux jusqu'au 12e mois. Et à partir du 12e mois, on garde que les anticoagulants oraux. Pour les patients qui ont un risque hémorragique élevé, la triple thérapie n'est maintenue que pour 1 mois. Puis une bithérapie jusqu'à 12 mois et finalement, à partir de 12 mois, anticoagulants oraux seuls. Maintenant, ce qu'on recommande actuellement, c'est les AVK avec les antiagrégants plaquettaires. Quelle est la place des nouveaux anticoagulants oraux ou bien les anticoagulants oraux directs? Il y a une étude qui est en cours qui s'appelle Augustus qui va comparer l'apixaban en association avec les antiagrégants plaquettaires versus warfarine. Et pour ça, il faut attendre 2019 pour avoir la réponse. Donc en conclusion, la gestion du traitement anti-agrégant plaquettaire chez le patient coronarien nécessite une évaluation du risque hémorragique et thrombotique. Cette évaluation doit être mise à jour à l'occasion de chaque consultation, puisque le statut du patient peut changer. Le diabète, les antécédents d'infarctus, la complexité de l'angioplastie sont des facteurs de risque thrombotique à prendre en considération dans la balance bénéfice-risque d'une DAPT prolongée. Et l'utilisation de scores de risque hémorragique permet une évaluation plus objective du risque hémorragique et doit faire partie intégrante de l'évaluation de ce rapport bénéfice-risque.